Alors, Sophie Chat, je suis médecin conseiller à la direction régionale jeunesse et sport, donc je suis médecin du sport, mais j'ai un passé de médecin virologue. Ma qualification principale initiale est médecin biologiste et j'ai travaillé comme praticien hospitalier pendant 20 ans au CHU de Rennes dans le service de virologie. Alors, concernant le virus, ses principales caractéristiques, c'est un coronavirus, donc là, en l'occurrence, un virus émergent qui vient d'un réservoir animal, mais on connaît d'autres coronavirus ordinaires qui donnent des rhumes ordinaires qui circulent tous les ans. Donc, c'est peut-être ce que va devenir ce virus-là. C'est un virus enveloppé, c'est la caractéristique la plus importante dans ce qui nous intéresse du côté pour l'aspect pragmatique, parce que le fait qu'il soit enveloppé, ça en fait un virus fragile. Donc l'enveloppe est sensible aux solvants des graisses et donc tous les détergents et en premier lieu le savon, et notamment le savon de Marseille, est très efficace sur la membrane et permet d'inactiver le virus qui ne pourra plus ensuite être infectieux. Alors concernant la persistance du virus dans le milieu extérieur, on a vu des publications scientifiques qui ont été faites en conditions assez artificielles qui essaient de reproduire ce que crache un malade qui va polluer son environnement. Ici, dans une pratique en extérieur, on n'est pas du tout dans cette situation-là. C'est un virus qui est encore une fois enveloppé, donc qui est très sensible, qui va être sensible à la dessiccation, qui va se dessécher, qui va être propulsé par le vent, qui va être dilué par l'eau. Donc ce sont des conditions qui sont pas du tout des conditions favorables à la contamination comme ça pourrait être dans un milieu confiné. Et c'est un virus qui est sensible aussi aux ultraviolets. Donc le bord de mer et la pratique sur l'eau, c'est des conditions qui ne sont pas du tout favorables à la survie du virus, qui n'est pas du tout capable de résister dans le milieu extérieur, comme un virus nu que sont la famille des virus des gastroentérites qui ont la possibilité de persister très longtemps dans l'eau et sur des surfaces. Alors les mesures générales de prévention pour la contamination qui sont spécifiques, en fait il y a des mesures qui sont spécifiques mais générales à tout le monde, qui sont toujours les mêmes, en fait celles qu'on doit toujours respecter, qui sont prônées par le gouvernement, hein, c'est la distance physique. On sait que voilà, c'est quelque chose qui a très bien marché, qui est un des facteurs principaux d'efficacité dans la prévention de la propagation du virus. Et puis le lavage des mains régulier, le lavage à l'eau et au savon, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet un lavage plus efficace que par entraînement du virus. Si on ne peut pas se laver les mains avec du savon, le gel hydroalcoolique, c'est une deuxième solution, mais ça c'est vraiment la mesure à préconiser, à répéter régulièrement à chaque fois que c'est possible. La désinfection des points de contact avec du gel hydroalcoolique ou de l'eau savonneuse, là où les mains vont se poser régulièrement. Et puis la distance, le port de masque, quand on est vraiment dans un espace un peu plus confiné, on va être obligé de se croiser, parce qu'on sait que si 2 personnes portent le masque, la contamination va être énormément réduite. Mais la distance physique, c'est quand même ce qui marchera le mieux, d'autant qu'on sera en milieu extérieur avec voilà, un milieu très aéré par définition, puisqu'on sera en extérieur. Alors sur le masque, la désinfection du masque, pour les masques lavables, c'est vrai qu'il est préconisé officiellement de les laver individuellement dans la machine à laver avec un cycle à 60 degrés au moins 30 minutes, et puis de le sécher individuellement en tambour ou au séchoir. Moi personnellement, pour le mien, je fais un lavage au savon. Je me dis qu'il faut quand même qu'on ait des préoccupations écologiques aussi, et que si on se lave les mains, si on arrive à détruire le virus avec un lavage des mains au savon pendant 30 secondes ou une minute, sur un masque qu'on va frotter avec du savon, qu'on va laisser peut-être éventuellement tremper quelques minutes dans de l'eau savonneuse et puis rincer et sécher à l'air, on ne peut pas courir de risque majeur. Je ne vois pas quelle quantité de virus pourrait survivre au point de pouvoir ensuite contaminer quelqu'un qui va le toucher ou le porter. Donc je pense qu'il faut rester simple, pragmatique et avec des choses qui sont réalisables facilement et cohérentes. Désinfection du gros matériel et des embarcations, effectivement, là il y a la solution maximaliste qui consiste à pulvériser du Bacterless ou un autre détergent au pulvérisateur, sachant qu'une grande partie va partir dans la nature, dans l'air. C'est une solution maximaliste. Moi il me semble que déjà si on passe un peu d'eau savonneuse sur les points de contact, qui eux-mêmes de toute manière vont être lavés par l'eau de mer, exposés au vent, etc.
on évite déjà pas mal de choses. Voilà, il y a quand même là, peu de matériel capable de piéger du virus et de contaminer ensuite un pratiquant. Il faut aussi que les pratiquants gardent à l'esprit qu'il faut éviter, comme dans la vie de tous les jours, et dans la vie en ville, éviter de porter ses mains à la bouche, aux yeux, au visage, tout le temps qu'on est en exercice, et puis se savonner les mains quand on peut, avant, après. Ça me paraît raisonnable. Encore une fois, on est dans un environnement qui est quand même relativement hostile pour le virus, qui n'est pas fait du tout pour résister à l'air, au soleil, au vent, au lavage par l'eau. Donc il faut quand même rester raisonnable et vraiment se limiter peut-être juste au point de contact avec de l'eau savonneuse. Pour les activités de désinfection ou de décontamination du matériel, des surfaces, en fait, on entend souvent parler du terme de virucide, un produit virucide. Ça veut dire que le produit va détruire une quantité de virus dans un temps donné sur une surface. Ces notions-là sont surtout utilisées en hygiène hospitalière pour savoir à quelle vitesse on va inactiver des virus qui pourraient contaminer du personnel, etc. Là, on s'éloigne un peu de cette notion-là. On a plutôt envie voilà, on cherche plutôt quelque chose une action détergente ou de lavage, mais on n'est pas du tout dans les conditions de contamination hospitalière. Donc, il faut chercher à être le moins nocif possible pour l'environnement. On sait que les produits qui sont les plus actifs sur les virus nus, les plus résistants, et donc a fortiori sur les virus enveloppés, c'est le chlore et le gel hydroalcoolique. Donc c'est ceux qui sont prônés pour le nettoyage spécial. Le chlore, c'est pas le plus facile à utiliser parce que c'est un produit qui est assez instable. Donc pour des trempages ou des nettoyages en grande quantité, un détergent simple peut très bien suffire, en essayant de viser un produit qui sera le moins nocif possible. Donc le savon peut faire très bien l'affaire. Et dans les produits qui sont connus, donc dans les produits de seconde ligne en termes de virucidie, il y a les ammonium quaternaires par exemple, ou la chlorhexidine. L'ammonium quaternaire qui rentre dans la composition du Bacterless, qui est un produit connu dans la décontamination. C'est pas un virucide de première ligne, alors il sera efficace en lavage comme ça dans des grands volumes pour des combinaisons qui seront très faiblement contaminées, mais un autre produit détergent fera aussi bien et le savon fera aussi bien, d'autant qu'il aura en plus un impact sur l'environnement très inférieur. Alors, le savon de Marseille pour reconstituer, pour fabriquer de la lessive ou une solution détergente qui peut être utilisée en usage domestique, on préconise entre 40 et 50 grammes pour 1 litre d'eau. Donc on coupe le savon de Marseille en tout petits copeaux, on le râpe et puis on le fait fondre dans de l'eau tiède et ça suffit. Alors je ne suis pas une spécialiste des détergents, mais a priori c'est une solution qui est assez stable, qui va pas s'oxyder, voilà, qu'on peut utiliser, stocker, qui n'est pas dangereuse en plus à stocker, et puis qui est très écologique. Donc je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Et puis ça rejoint les recommandations du gouvernement qui a mis en première ligne quand même le lavage des mains à l'eau et l'utilisation du savon comme désinfectant. C'est vraiment le produit de première ligne qu'on peut utiliser ici dans ces utilisations. Oui, alors le virus chez les enfants, on a cru au début qu'ils étaient très contaminateurs et très transmetteurs. En fait, on se rend compte maintenant qu'ils sont très peu transmetteurs, hein. La plupart du temps, ils sont contaminés par un adulte, par un parent ou un adulte de l'environnement. Donc, il n'y a pas de raison de vouloir les cloîtrer, de vouloir leur imposer trop de distance physique. Il faut qu'ils bougent, les enfants, ils ne seront pas plus exposés. On a vu en fait toutes les enquêtes qui ont été faites, et notamment les enquêtes sérologiques autour des foyers épidémiques, ont montré que les enfants étaient la plupart du temps contaminés par des adultes et se contaminent très peu, et contaminent dans leur foyer très peu, que 10% de leurs parents. Donc il faut absolument favoriser voilà, la reprise de l'activité chez les petits. C'est très dur de leur imposer la distanciation physique, donc il faut leur expliquer, mais ça va être dur d'imposer tout ça. Il faut partir du principe qu'ils seront à l'air libre et que voilà, le risque il est très diminué. On sait que les enfants peut-être contaminent peu parce qu'ils toussent peu, ils expectorent peu, donc c'est vraiment pas une source de contamination. Je pense qu'il faut pas avoir trop de frayeur pour la pratique et la reprise des petits.
Donc la pratique collective, évidemment, elle est plus à risque que la pratique individuelle en théorie, puisque dès qu'il y a rapprochement physique, ça augmente les risques de contamination. En pratique, là, on est quand même dans un environnement hyperventilé, donc il faut que les gens aient tout le temps à l'esprit qu'ils doivent maintenir les distances de sécurité au maximum. S'il y a un lavage des mains avant, après, nettoyage des points de contact du matériel aussi après chaque utilisation. On peut imaginer qu'on ne court vraiment pas beaucoup de risques et puis de toute manière, le bénéfice sera bien supérieur pour les gens, pour leur tête et pour leur physique, pour leur santé, à avoir pratiqué une activité physique en plein air plutôt que de rester confiné ou sédentaire. C'est le petit message sport santé. Alors pour faire le lien entre la situation sanitaire liée au coronavirus et puis la pratique d'activité physique et la santé de manière générale, on peut dire que cette pandémie a mis en évidence le rôle vraiment majeur de l'état de santé de la population. On a vu que les gens qui mouraient le plus et qui faisaient les formes les plus sévères étaient souvent des gens qui étaient porteurs d'une maladie. On a parlé de comorbidité, que ce soit le surpoids, le diabète, l'hypertension, les maladies coronaires, etc. Donc ça montre l'intérêt d'avoir une population en bonne santé, et la bonne santé, ça passe tout simplement par une bonne hygiène de vie, donc ça passe par une alimentation saine, variée, un bon sommeil, et puis une activité physique régulière, et pour cette mise en œuvre-là, tout le monde peut contribuer, tous les clubs sportifs, toutes les activités physiques, on ne parle pas forcément de sport, mais d'activités physiques, tout ce qui va pouvoir inciter les gens à se mettre en mouvement, à venir bouger, voilà, se retrouver ensemble en extérieur pour faire fonctionner leurs muscles et leur cœur, ça sera très bénéfique, et il y a vraiment un intérêt sanitaire et une urgence sanitaire même à mettre en œuvre tout ça pour inciter toute la population à bouger, si possible en plein air, et donc les sports nautiques, c'est une très bonne occasion de mettre ces recommandations en œuvre. Alors pour s'insérer dans le plan régional sport santé bien-être, il y a un dispositif qui a été mis en place qui permet de référencer les structures qui mettent en place des créneaux d'activité physique dédiés à la santé. Il faut signer une charte, un engagement sur 4 ans par lequel on déclare qu'on va faire un accueil individualisé de la personne, en tout cas au moins pour faire un bilan de ses compétences, lui proposer quelque chose qui va à ses capacités physiques, l'insérer dans un groupe qui lui va bien, et puis avoir un minimum de connaissances. L'encadrant doit pouvoir montrer qu'il a un minimum de compétences en matière de sport santé et d'accueil des publics voilà, sédentaires ou déconditionnés. Donc ça peut être une formation fédérale, une formation régionale, d'au moins 15 heures pour mettre en œuvre du sport santé qui vise à lutter contre la sédentarité, ce qu'on appelait forme santé en Bretagne. Et puis un peu plus, 40 heures pour accueillir des publics qui ont vraiment une pathologie chronique. Donc ça, il y a pas mal d'informations sur le site Bretagne Sport Santé. On retrouve les détails de la charte à signer, la géolocalisation des clubs qui sont déjà référencés, et puis des indications sur les formations qui sont disponibles éventuellement pour former des encadrants.